Emmanuel Macron s'apprête à lancer une nouvelle convention citoyenne, cette fois-ci sur les temps de vacances et les horaires scolaires. Quelles sont vos réflexions à ce sujet? Quelles propositions avancez-vous concernant cette thématique et plus largement, quels sont vos engagements principaux pour l'école primaire? Demande Ludovic. Alors, plusieurs choses. D'abord, moi, les conventions à la Macron, j'en ai ras-le-bol. Je pense que je ne suis pas le seul, parce que je suis absolument contre. Parce que c'est des trucs... D'ailleurs, la fin de vie, c'est ça. C'est que Macron, il avait fait une convention sur la fin de vie. Il avait tiré au sort, ça c'était pour faire plaisir à Étienne Chouard et aux théoriciens des tirages au sort. On avait tiré au sort... Nul ne sait comment avait eu lieu le tirage au sort, bien entendu. Ça avait été, on nous annonce que ça avait été tiré au sort. On avait tiré au sort, je sais pas, 50 ou 100 clampins, etc. Et puis, une fois que, évidemment, les gens, ils ont conclu qu'il fallait avoir une loi sur la fin de vie, etc. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas expert, qui n'est pas un politique, qui est quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne l'État, qui ne sait pas comment fonctionne l'appareil administratif, qui ne connaît rien au sujet, s'il est vraiment tiré au sort, mais il n'y a pas plus facile à manipuler que ça, évidemment. Donc je suppose que tous les débats avec ces personnes tirées au sort ont été orientés, c'est extrêmement facile, avec des cabinets style McKinsey qui au passage ont dû se prendre une manne, pour arriver à des conclusions qui avaient déjà été écrites. C'est comme ça dans tous les organismes. Combien est-ce que j'ai vu de maires de petits villages m'expliquer qu'ils en avaient ras-le-bol des communautés de communes, parce que quand ils allaient dans une communauté de communes où il y avait 30 ou 40 ou 50 communes, toutes les décisions étaient déjà préécrites. C'est toujours comme ça. Tout est déjà prévu à l'avance. Voilà. Et donc, loin d'être des grands débats, c'est en fait des comédies, une commedia dell'arte, une espèce de scène chantée pour faire passer la pilule. Donc, c'est ça que font les conventions de Macron. Moi, j'y suis tout à fait hostile, parce que je ne vois pas pourquoi des gens tirés au sort auraient davantage le droit à la parole que des gens qui ont été élus par le peuple. Donc moi, si j'arrivais au pouvoir, il n'y aurait pas de ce genre de convention. Je considère qu'une démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne avec les élus du peuple. Et donc les députés sont suffisamment payés cher, et les sénateurs, pour que ce soit eux qui fassent le boulot. Et que ce soit eux qui disent ce que veulent leurs administrés, leurs électeurs. C'est à eux d'intervenir. C'est pas à Pierre-Paul Jacques tiré au sort. Voilà. Parce que ce que fait Macron, ça revient en fait à nier le rôle même d'un député. C'est quoi le rôle d'un député, en fait? Parce qu'après, une fois qu'on aura dit, oui, vous comprenez, c'est une convention avec, il y a eu des débats citoyens, etc., les députés, ils disent, je vais pas oser m'opposer à des... C'est quoi ce truc? Donc c'est encore une fois une manipulation. C'est pas étonnant, c'est du Macron. Qui dit Macron dit manipulation. Voilà, ça arrive, en plus. Bon. Alors maintenant, sur le reste, le rythme scolaire, etc. Moi, ce que je sais, en tout cas, je vous renvoie à notre programme sur l'éducation. La France subit un désastre en matière d'éducation. C'est l'un des plus grands chantiers qu'il faudrait ouvrir, mais pas seulement ouvrir. Et il faudrait tout simplement, c'est facile à dire, mais il faut, faire preuve d'autorité. 2, d'exigence dans les savoirs. 3, mieux rémunérer les enseignants. Parce que, évidemment, s'ils sont rémunérés comme ils le sont maintenant, ça va pas du tout. Il faut augmenter les rémunérations des enseignants pour attirer à l'école des enseignants qui aient la niaque, si j'ose dire, qui soient des gens de grande qualité et qui soient, à partir du moment où ils seraient mieux rémunérés, ils prendraient peut-être aussi davantage un petit peu leur métier à cœur, peut-être. Quoique beaucoup d'entre eux le prennent déjà à cœur. Sauf que on est dans un univers où l'État a laissé partir tout à volo, avec des parents qui viennent se plaindre. Moi, pour moi, c'est incroyable. Il est vrai que je suis d'une autre génération, mais l'idée que des parents viennent se plaindre auprès d'un professeur parce que leur enfant a eu des mauvaises notes, c'est inimaginable. C'est inimaginable, en fait. A fortiori qu'il y ait des violences dans les classes. Donc ça veut dire déjà un respect de l'autorité et de l'ordre en classe. C'est-à-dire, évidemment, il ne doit pas y avoir de téléphone portable. Évidemment, il doit y avoir un travail qui soit bien fixé, avec du travail à la maison, s'il vous plaît. Et c'est pour les gens qui sont mal logés, il peut y avoir des études le soir, comme c'était le cas. Parce que il faut aussi... Il y a quelque chose qui est sorti du vocabulaire
sous une espèce de laxisme 68 art déplorable, c'est l'idée d'effort. Voilà. Moi, depuis que je suis petit, on m'a enseigné le culte de l'effort. Voilà. Effort parce que travailler, eh ben, ça coûte un effort. Apprendre sa leçon, ça coûte un effort. Faire un travail de maths, c'est un effort. Faire une dictée, c'est un effort. Voilà. Et si on part du principe, comme certains rêveurs qui ont considéré qu'il fallait que les gens choisissent leur propre façon de s'éduquer, etc., on aboutit au désastre actuel. Je voudrais quand même signaler que malheureusement, si on était seul sur Terre, bon, très bien, mais on n'est pas seul sur Terre. Or, le niveau, toutes les études internationales montrent que le propos que je dis, c'est pas un propos de vieux con, c'est un propos très réaliste, puisque toutes les études internationales montrent que sur la maîtrise de la langue, sur la maîtrise des mathématiques, et par exemple, le niveau français, la France ne cesse que de dégringoler. Actuellement, nous avons des pays, je l'ai déjà dit, je reviens sur ces sujets, des pays par exemple où l'écriture est la plus difficile du monde, la Chine, la Corée, plus la Chine, le Japon, Taïwan. La Chine, ce sont les caractères chinois. La Corée, c'est un alphabet hangul, donc c'est moins compliqué, mais il y a quelques caractères chinois qui demeurent. Au japonais, vous avez les caractères chinois qu'on appelle les kanji, plus un syllabaire qui s'appelle les hiragana, plus un syllabaire qui s'appelle les katakana, plus le syllabaire romaji occidental. À Taïwan, vous avez les caractères chinois avant la réforme pinyin, avant la réforme maoïste, c'est-à-dire les vieux caractères chinois qui n'ont pas été simplifiés. Donc vous avez des écritures qui sont particulièrement compliquées. Il faut, pour maîtriser le chinois, maîtriser le taïwanais ou le japonais, quand je dis maîtriser, c'est savoir le lire et l'écrire sans faute pour faire une dissertation, pour lire un article de journal, il faut au moins 10 ou 12 ans. Voilà. Actuellement, la Chine, la Corée, Taïwan, le Japon sont des pays qui sont au sommet de l'alphabétisation. Il y a 99% d'alphabétisés au Japon, autant à Taïwan, autant en Corée du Sud, autant à Hong Kong, un petit peu moins en Chine, mais pas beaucoup moins. Alors qu'il y a 30 ans, c'était vraiment... Il y avait des zones avec énormément d'analphabétisme en Chine. Maintenant, pas du tout. Voilà. Nous, en France, on assiste au phénomène inverse. Si vous trouvez dans les archives de votre famille, si vous trouvez des écrits, des lettres qu'ont pu vous écrire vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents, moi je me rappelle, j'avais des grands-parents qui étaient nés à la fin du 19e siècle, 1898. Mon grand-père, il avait son brevet, et puis c'était tout. Hein. Mais il écrivait impeccable et sans faute. Et puis il savait s'exprimer. Voilà. Et ça, c'était la grandeur de la République française. C'était d'avoir permis à toutes les catégories populaires, moi, mes grands-parents, c'était des pauvres gens, à des catégories populaires de s'éduquer, d'être formés, d'avoir justement... Mon père était fils unique, donc mes grands-parents paternels ne savaient pas ce que c'était que les grandes écoles. Il y avait des professeurs qui, au lycée, avait recommandé à mes grands-parents paternels, compte tenu du fait que mon père était un bon élève, de s'orienter vers, et qu'il aimait bien les mathématiques, de s'orienter vers les concours d'ingénieurs. Il a raté à quelques points polytechniques, il avait eu l'école centrale de Paris. C'était la fierté de la famille. C'est ça l'ascenseur républicain. C'était ça qui avait fait la grandeur de la République française. Voilà. Or, actuellement, sous couvert d'être sympa, de pas faire pas l'effort, etc., de laisser les personnalités s'exprimer ici et ça, sous ces couverts de pure démagogie, le résultat concret au bout de 20 ou 30 ans, c'est quoi ? C'est l'effondrement collectif et c'est surtout un formidable retour de la reproduction sociale. Parce que si vous avez des enfants qui sont nés dans des milieux culturellement très favorisés, lisez des bouquins de Bourdieu, par exemple. Hein. La Distinction, c'est un livre de Pierre Bourdieu, un sociologue des années 80, qui était professeur au Collège de France. Si vous avez des enfants qui sont nés dans des milieux extrêmement favorisés, ils auront un milieu où on parlera très correctement le français, on écrira bien le français, on aura les parents
souvent la mère, mais pas toujours, ça peut être aussi le père ou les deux, qui regardent les travaux des enfants, ils vont les sortir, vont leur faire des études, des visites culturelles, etc., etc. Et puis ils seront poussés par un environnement qui fera valoir l'importance de l'étude. Si maintenant vous avez vous êtes né dans une famille qui n'a pas ce que Bourdieu appelait le même capital culturel et social d'emblée, si l'école ne fait pas ce travail, ben vous êtes destiné en fait à ne pas monter dans la hiérarchie sociale. Je voyais hier le journal Le Monde d'ailleurs qui titrait là-dessus, qui titrait sur le fait on était en train de revenir une société d'héritiers. La France est en train de revenir à la France d'Ancien Régime. Si vous êtes, selon que vous serez né dans une famille en haut de la société ou en bas, vous n'avez pas, dès la naissance, vous n'avez plus le même parcours. Et ça, c'est vraiment le contraire des idéaux républicains qui sont, alors pour le coup, on parlait de franc-maçonnerie tout à l'heure, ça c'est des idéaux francs-maçons, je ne suis pas franc-maçon, mais ça c'est des idéaux de la franc-maçonnerie que je trouve tout à fait nobles, c'est-à-dire effectivement l'égalité. D'ailleurs, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'accès aux emplois publics en vertu des seuls talents. Voilà. Donc c'est ça qui est notre objectif, si vous voulez le savoir. Nous avons pas mal d'enseignants qui sont à l'UPR. Allez regarder notre programme sur l'enseignement. Mais il y a vraiment un énorme effort à faire. Mais je terminerai en disant quelque chose. C'est que vous ne pourrez pas rétablir le sens de l'effort s'il n'y a pas plus de justice sociale. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... Si un enfant voit que s'il travaille bien, il est récompensé, et que s'il est récompensé progressivement, il va progresser dans la société, là, il y a de la justice sociale. Si en revanche, on lui fait passer sous le nez un tel ou un tel parce qu'il est le fils de machin, la fille de truc, ou parce qu'il est dans tel ou tel réseau, à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toute une société qui se commence à devenir, à broyer du noir, à ruminer sa rancœur, parce qu'on ne fait pas partie des bons réseaux. Le réseautage va de pair avec l'affaiblissement de l'unité nationale et la multiplication d'une société d'héritiers. C'est pour ça que normalement, quand je vois que la gauche française, elle a vraiment tué Jules Ferry, enfin c'est honteux. C'est les idéaux que je développe là, ce sont des idéaux qui étaient ceux de la gauche républicaine. Hein. La gauche française, en multipliant le laxisme général à l'école, le n'importe quoi, le refus d'avoir des épreuves qui sanctionnent le mauvais travail et qui valorisent le bon travail, etc. En fait, c'est une politique qui, contrairement à ce qui pourrait être pensé, c'est une politique en fait qui vise à maintenir les catégories les plus populaires de la population dans leur état de soumission. C'est ignoble.